Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, le ministre d'État en charge de la communication, Alain-Claude Bilibizé, a annoncé ce mardi l'entrée en vigueur du nouveau code de la communication. Le nouveau texte qui dépénalise les délits de presse régule aussi, entre autres, le secteur des médias en ligne qui évoluait jusque-là dans l'informel. En Afrique du Sud, un leader étudiant du mouvement Fees Must Fall qui lutte pour la suppression des frais de scolarité a comparu ce mardi au tribunal pour démanteler sa libération sous caution après avoir été arrêté dimanche pour violence et vol notamment. Et puis nous irons du côté des États-Unis où le candidat républicain empêtré dans les révélations sur des agressions sexuelles présumées, distancé dans les sondages de 11 points. Selon les derniers chiffres, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, sort un dernier atout. Il crie au complot et dénonce des fraudes électorales à venir et suscite la gêne de son camp. Voilà, Madame, Monsieur, le fil conducteur de votre grande session. Et voici votre journal. Je vous l'annonçais donc à l'instant, le ministre d'État en charge de la communication, Alain-Claude Bilibizé, a annoncé ce mardi à l'entrée en vigueur du nouveau code de la communication. La cérémonie de l'auditorium de la maison Georges Rahuri a eu lieu en présence des dirigeants et des hommes et femmes des médias. Bienvenue Nelkem, Jocelyn Bombadianga. L'important dossier du code de la communication est désormais une réalité au Gabon, lequel a suivi toute sa procédure au sein des deux chambres du Parlement. Lors de sa rencontre ce mardi, le ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique, Alain-Claude Bilibizé, accompagné du ministre délégué Olivier Kumbambumba, avec les professionnels de la communication. Des échanges enrichissants au menu. Nous allons travailler en étroite collaboration avec, bien entendu, les administrations, mais aussi avec les partenaires sociaux, pour faire aboutir tous ensemble, dans une dynamique totalement de transformation, dans un mouvement partagé, faire en sorte que nos problèmes trouvent des solutions. Selon le membre du gouvernement en charge de la communication, il était judicieux, a-t-il indiqué, de revenir au lendemain des mouvements post-électoraux. Nous ne sommes pas dans l'affrontement. Nous ne pouvons pas être d'un côté le gouvernement et de l'autre les entités et les agents. Nous sommes engagés dans une même dynamique de développement pour notre pays et le cap a été fixé. Autre raison de cette rencontre, on peut également citer le lancement très prochain de nouvelles chaînes de télévision et de radio, la redevance audiovisuelle introduite dans le code de la communication et l'épineux problème d'Africa numéro 1. Et lors de cette rencontre de prise de contact avec des hommes et femmes de médias, le ministre d'État Alain-Claude Bilibizé a également fait le bilan de l'année en cours. Écoutons un extrait de ses propos au micro de Bienvenue Nelkem. Nous nous sommes donc attelés à nous attaquer à ce qui nous est apparu d'abord comme urgent, c'est-à-dire les problèmes matériels. Et pour ce faire, nous avons travaillé à faire adopter une nouvelle charte pour Gabon Télévision avec une nouvelle identité visuelle. Et pour accompagner cette identité visuelle, nous avons doté Gabon Télévision d'un nouveau studio news que chacun a pu constater avec quelques nouveaux équipements. Nous avons également renforcé le matériel qui existait avec acquisition de nouvelles caméras, acquisition également d'une station de montage, acquisition d'équipements informatiques et même, me semble-t-il, acquisition d'une régie mobile équipée. Nous avons également fait l'effort d'acquérir quelques outils roulants, quelques matériels roulants. Nous sommes engagés pour renforcer et aller plus avant sur la réforme, à créer une chaîne thématique. Parce que nous parlions de groupe Gabon Télévision, mais un groupe n'existe pas avec une seule entité. Donc nous nous sommes engagés à créer une chaîne thématique, Gabon 24, qui existe aujourd'hui, qui fonctionne. Donc à partir de là, on peut commencer à parler de groupe. Il va falloir
faire évoluer le texte pour qu'on intègre effectivement le groupe. Au Gabon, l'annonce du concours d'entrée à l'École nationale d'administration ce mardi a été l'occasion pour son directeur général de présenter les spécificités de l'école et de revenir sur les conditions pour être candidat à ce concours. Lariska Lormamengi, Alexandre Nkogé. Depuis 1962, l'École nationale d'administration forme les hauts cadres de l'État. Au fil des années, des réformes mises en place ont élargi les filières de formation et les critères pour postuler au concours d'entrée. Nous avons 5 filières essentiellement. Nous avons la filière diplomatie, la filière travail, au sein de laquelle nous formons les inspecteurs principaux du travail, les filières administration sanitaire et hospitalière et administration scolaire et universitaire. Nous avons enfin la filière gestion administrative pour la formation des administrateurs civils. L'ENARC est formé dans sa première année en interministériel et en deuxième année en enseignement de spécialité. Beaucoup étaient amenés à assumer des responsabilités en dehors de la filière au sein de laquelle ils ont été formés. Et ils ne disposaient malheureusement donc pas des outils, des instruments capables d'apporter la performance dans le travail qui leur était demandé. L'École nationale d'administration forme les fonctionnaires de catégorie A1, différent de l'École de préparation aux carrières administratives EPCA, qui, elle, forme les fonctionnaires de catégorie A2, B1 et B2. Bien entendu, avec une condition d'accès par voie de concours. Jusqu'où l'étudiant peut-il aller dans la contestation? La question mérite d'être posée au regard des actes de vandalisme qui caractérisent depuis quelques années la colère de certains étudiants gabonais qui n'hésitent plus à détruire les édifices publics et leurs propres installations lors des manifestations à l'université ou en dehors, des comportements aux antipodes de la rationalité qui doit caractériser l'étudiant. En témoigne ce compte rendu de Andy Tungi. L'université, temple du savoir, est le lieu par excellence de l'éclosion de la liberté de conscience. Ainsi, les étudiants brillent souvent par la critique et la contestation de la gestion du pouvoir public. Mais quelles sont les limites de la contestation estudiantine? La question suscite des interrogations au regard des faits nouveaux et récurrents à l'université Omar Bongo, la plus ancienne du Gabon, qui a été une fois de plus, lors des événements post-électoraux, en proie à des pyromanes. Rappelant des incendies d'amphi et de bâtiments suite à la colère de certains étudiants. Ces étudiants, lorsqu'ils étaient hors de l'université, c'était des citoyens gabonais. Donc ils ont agi en tant que citoyens. Lorsqu'on vient ici, on est étudiant. Lorsqu'on est hors de l'université, c'est en tant que citoyen gabonais qui peut prendre position. Mais malheureusement, il y a certaines positions qui ont fait en sorte que l'image de l'étudiant, l'image de la jeunesse soit ternie par certains jeunes, certains étudiants qui ne savent pas dissocier la politique et l'académie. Depuis les années 1990, ce temple du savoir connaît certains dysfonctionnements. Ces 7 dernières années, la réforme et la revalorisation des bourses d'études, une meilleure orientation des étudiants, la construction et l'équipement de nouveaux amphis ont permis d'améliorer la condition de l'étudiant. Certes, l'université Omar Bongo, encore en chantier, nécessite des améliorations. Le gouvernement Issoze Ngondé, qui s'est engagé dans les 100 jours à régler un certain nombre de préoccupations des Gabonais, devrait prendre à bras le corps les problèmes des universités gabonaises pour une rentrée apaisée. Ouvrons à présent la page de l'actualité africaine. Tout d'abord au Tchad, le ministre secrétaire général du gouvernement tchadien est chargé des réformes et des relations avec les institutions de la République. Abdoulaye Sabré Fadoul a déclaré à la presse ce lundi que le cumul des économies réalisées se chiffrait à 400 milliards de francs CFA, soit une baisse de 25 à 28% des dépenses du personnel sur un exercice budgétaire complet. Marina Mendeman. Face à la crise financière et économique qui frappe le Tchad, le gouvernement a pris fin août 16 mesures d'austérité d'urgence, notamment la réduction des indemnités, des primes, des agents et la réduction de 31% du budget général de l'État. Des mesures fortement contestées par l'opinion publique, notamment les syndicats qui observent depuis un moment des grèves.
Lundi, face à la presse, le ministre secrétaire général du gouvernement tchadien, chargé des réformes et des relations avec les institutions de la République, Abdoulaye Sabré Fadoul, a déclaré que le cumul des économies réalisées se chiffrait à 400 milliards de francs CFA, dont une baisse de 25 à 28% des dépenses du personnel sur un exercice budgétaire complet. Et toujours dans le souci de juguler cette situation de crise, le secrétaire général du gouvernement a appelé au sens de responsabilité des uns et des autres dans cette phase déterminante pour le sauvetage des finances de l'État et la poursuite du développement du pays. Pour lui, le gouvernement demeure ouvert au dialogue et à la concertation, mais celui-ci ne saurait se laisser accaparer par toute manœuvre tendant à le détourner de l'accomplissement de sa mission au service du Tchad et des Tchadiens. Le ministre secrétaire général du gouvernement tchadien, chargé des réformes et des relations avec les institutions de la République, a de ce fait réaffirmé que ces mesures seront appliquées aussi longtemps que la crise persistera et a prévenu que d'autres mesures seront prises afin que les finances publiques soient viables et mises à l'abri des chocs conjoncturels. Partons pour le Maroc, où l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a dévoilé ce lundi dans le pays son rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et l'agriculture sur le thème « Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire SOFA 2016 », une plaidoirie pour une agriculture durable pour faire face au changement climatique, alors que le pays peaufine ses derniers réglages afin d'accueillir la COP 22. Le récit de Ludmila Toutou. Pour éliminer la faim et la pauvreté d'ici à 2030, tout en s'attaquant à la menace que constitue le changement climatique, une transformation profonde des systèmes alimentaires et agricoles est nécessaire partout dans le monde. C'est le message pressant délivré par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO. Dans l'édition 2016 de son rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, rendu public ce lundi à Rabat au Maroc, pour la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Un rapport clair, l'agriculture a un rôle crucial à jouer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Grand pollueur, l'agriculture génère un 1/5 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Agir est une question de sécurité alimentaire, particulièrement dans les pays pauvres d'Afrique subsaharienne et Asie du Sud et du Sud-Est. Reformer l'agriculture est un chantier titanesque, concède le FAO, mais il faut s'y atteler d'urgence. Il faut aider en priorité les petits exploitants à s'adapter au changement climatique. Ils sont près d'un demi-milliard dans les pays en développement. Ils subissent des périodes de sécheresse ou d'inondations de plus en plus fortes. En même temps, ils n'ont pas accès aux technologies, au savoir et aux investissements, souligne le FAO. Il y a des pistes d'action comme l'utilisation de variétés de cultures qui favorisent l'azote et sont résistants aux fortes chaleurs. La culture sans labo qui préserve au mieux l'humidité, la fertilité des sols, en est une autre. Ces pratiques pourraient, selon le rapport, réduire 100 millions de nombre de personnes menacées de sous-alimentation. En Afrique du Sud, tel qu'annoncé en titre, un leader étudiant du mouvement Fils Masfol entendait à bas les frais de scolarité arrêtés dimanche pour violence et vol notamment, a comparu ce mardi au tribunal pour demander sa libération sous caution. Depuis 3 semaines, la police et les étudiants qui tentent d'empêcher les universités de rouvrir s'affrontent régulièrement sur les campus et dans les rues. Le récit de Svetlana Maganga. En Afrique du Sud, le leader du mouvement étudiant sur le campus de l'université du Witwatersrand à Johannesburg a été arrêté. Masebo Dlamini, actuellement détenu dans un commissariat, a comparu devant le tribunal à Johannesburg lundi 17 octobre. L'affaire a été reportée à ce mardi. Quand nous regardons la façon dont les leaders étudiants sont victimisés et intimidés dans tout le pays, on dirait qu'il y a une stratégie de la part de l'État pour garder les leaders derrière des barreaux le plus longtemps possible pour tuer le mouvement. Le leader étudiant du mouvement Fee Must Fall est arrêté dimanche pour violence et vol, notamment, a comparu mardi au tribunal pour demander sa libération sous caution. Depuis 3 semaines, la police et les étudiants qui tentent d'empêcher les universités de rouvrir s'affrontent régulièrement sur les campus et dans les rues. Et puis en Égypte, arrestation, gel des avoirs, vexation dans le pays. Les avocats des droits de l'homme luttent chaque jour dans les commissariats et les tribunaux contre la répression du pouvoir, souvent au risque de la subir eux-mêmes. Le reportage. Dans la salle des pas perdus au mur des Kati d'un tribunal du Caire, Maître Mokhtar Mounir, un avocat de 26 ans, a attendu plus d'1 heure le début d'une audience pour des mineurs arrêtés arbitrairement.
Sans attendre le verdict, l'avocat poursuit sa journée marathon dans une académie de police à la périphérie de la capitale où les autorités ont installé un tribunal pour les procès sensibles. Là, il passe un détecteur de métal et laisse son téléphone portable à l'entrée. Peu après, il apprend que la détention provisoire d'un de ses clients, le journaliste-chercheur Ismaël Alexandrani, spécialiste des mouvements djihadistes du Sinaï, arrêté fin 2015 et accusé de publication de fausses informations, a été prolongée. Détention provisoire prolongée, difficulté à s'isoler avec l'accusé pour préparer sa défense ou encore assister à son interrogatoire par le parquet, tels sont les déboires quotidiens que doivent affronter les avocats de l'opposition. En juillet, Amnesty International a affirmé que le phénomène a connu une multiplication sans précédent. Mohamed Abdelhafez et Ashraf, deux autres avocats défendant des islamistes, se sont ainsi retrouvés inculpés dans un procès où ils défendaient des prévenus accusés d'attaque contre la police. Détenus depuis plus d'1 an, ils attendent toujours leur verdict. Avocat aujourd'hui, accusé demain, déplore de son côté Maître Anas Saed, qui représente son confrère, Maître Saed Albana, visé par des accusations similaires et remis en liberté après 5 mois de détention. Poursuivons avec l'actualité hors du continent. Tout d'abord, aux États-Unis, la position de favorite d'Hillary Clinton était confortée ce lundi par une moisson de nouveaux sondages dans les États où se décidera l'élection présidentielle du 8 novembre prochain. Le républicain Donald Trump, quant à lui, cherche encore des parades pour remonter la pente. Lundi, à Green Bay, dans le Wisconsin, le candidat républicain à l'élection américaine du 8 novembre prochain, Donald Trump, a de nouveau multiplié les accusations contre sa rivale démocrate Hillary Clinton. Dernière en date, la liste électorale qui comporte l'inscription de nombreux morts. Plus d'1,8 million de personnes décédées à l'heure actuelle sont enregistrées comme électeurs. C'est merveilleux. Alors s'ils votent pour moi, ça nous irait, non? Mais j'ai le sentiment qu'ils ne vont pas voter pour moi. Donald Trump s'est également attaqué aux médias qui l'accusent de manipuler les sondages. Vous savez, pour retrouver la grande Amérique, on a besoin que ces gens disent un peu la vérité. Parce qu'ils empoisonnent l'esprit des gens. Tout le monde ne comprend pas ce qu'il se passe et le temps qu'ils réalisent sera trop tard. Le républicain fait allusion à des possibles fraudes dans les bureaux de vote. Il a notamment encouragé le 1er octobre dernier ses partisans à aller surveiller les bureaux dans certaines zones. Donald Trump estime aussi que l'élection est truquée par les médias qui ignoreraient volontairement les affaires liées à Hillary Clinton pour concentrer leur couverture sur les accusations contre lui. Et toujours aux États-Unis, le président américain Barack Obama avertit ce mardi que l'offensive lancée pour conquérir Mossoul, le dernier grand fief des djihadistes du groupe État islamique en Irak, serait difficile. Andy Tungi Safeliko. Mossoul sera une bataille difficile, explique Barack Obama. Il y aura des avancées et des revers, a-t-il prévenu lors d'une conférence de presse commune mardi dans les jardins de la Maison-Blanche avec le chef du gouvernement italien Matteo Renzi. Je suis convaincu que l'État islamique sera vaincu à Mossoul et que cela marquera un nouveau pas vers sa destruction totale, a-t-il ajouté. Le début des opérations pour libérer Mossoul est un grand pas en avant, a-t-il encore ajouté. Il y aura peut-être 1 million d'habitants vivant là-bas, a-t-il toutefois rappelé. En plus de faire disparaître l'État islamique, nous nous concentrerons sur la sécurité et l'aide alimentaire pour les civils qui échappent au combat. Ce sera une priorité absolue pour nos 2 gouvernements, a poursuivi Barack Obama. Des dizaines de milliers de combattants irakiens ont été mobilisés pour reprendre Mossoul au groupe État islamique, une offensive d'une ampleur sans précédent. Ils sont appuyés par des bombardements aériens de la coalition internationale anti-djihadiste menée par les États-Unis. La France a engagé avions de chasse, pièces d'artillerie et instructeurs auprès des forces irakiennes et kurdes qui ont lancé lundi la bataille pour la reprise de Mossoul, fief du groupe État islamique en Irak, engagé depuis le mois de septembre 2016 à partir de la base mise en cause, la Task Force Wagram, remplie donc des missions d'artillerie au profit des groupes irakiens, dis-je bien, engagés dans la reprise de Mossoul. En témoigne ce récit de Linda Gaël Maganga. Vous pointez, chargez, annoncez prêt. L'opération pour la reprise de Mossoul, dernier bastion de l'État islamique en Irak, aux mains des djihadistes depuis juin 2014, a débuté lundi, comme annoncé par le Premier ministre irakien Haider al-Abadi.
Pour la bataille, les 60 pays de la coalition fournissent des moyens matériaux et humains qui permettront à l'armée irakienne de venir à bout du groupe djihadiste. La France a engagé avions de chasse, pièces, artillerie et instructeurs auprès des forces irakiennes et kurdes. Les conseillers militaires français, déployés auprès des combattants kurdes dans le nord de l'Irak, les accompagnent près de la ligne de front mais ne participent pas au combat. L'armée de l'air dispose par ailleurs de 6 chasseurs bombardiers Rafale en Jordanie et 6 autres en Émirats arabes unis. La bataille s'annonce longue et difficile. Les familles des réfugiés quittent des zones d'affrontement et envisagent revenir chez eux lorsque Mossoul sera libéré. Et puis, dans le reportage que vous allez suivre, on apprend que 3 hommes ont été interpellés en Indonésie en possession de peaux de tigre, d'écailles de pangolin et d'organes génitaux d'espèces d'animaux protégés dont le commerce est illégal. Andy Tungi pour le récit. Lundi, un responsable de la police indonésienne a annoncé l'arrestation des braconniers. Les suspects ont été appréhendés le week-end dernier par des policiers en civil dans la ville de Medan, sur l'île de Sumatra Ouest, près de parcs nationaux abritant des animaux exotiques. Au cours de cette opération de police, un premier suspect a été interpellé en flagrant délit alors qu'il tentait de vendre à un agent en civil une peau de tigre. Les enquêteurs ont ensuite découvert dans sa voiture 3 kilos d'écailles de pangolin, l'unique mammifère au monde recouvert d'écailles, dont l'espèce est menacée d'extinction. L'homme avait prévu les revendre à 2 amis pour 2 500 €, soit 1 425 000 francs CFA. Les 2 acheteurs potentiels ont été interpellés à leur tour en possession d'organes génitaux d'espèces d'animaux protégés, de peaux de serpent et de carapaces de tortue. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, abrite de multiples espèces d'animaux dont nombreux sont en danger de disparition en raison des activités croissantes de braconniers qui en font un commerce en toute illégalité, notamment à destination de la Chine. Et puis la note de sport de cette grande session, le Gabon prépare sa CAN et le tirage au sort ce mercredi 19 octobre, 18h, heure locale. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 a lieu à Ngondje. Nous sommes là dans le nord de la capitale gabonaise. Les équipes du COCAN et de la CAF mettent des bouchées doubles pour peaufiner les derniers réglages. En témoigne ce reportage de Freddy Koula et Alexandre Nkogé. Tout le continent retient son souffle. Ce mercredi, à partir de 18h heure du Gabon, se tient à Libreville le tirage au sort de la CAN Total 2017 en présence d'Issa Ayatou, président de la Confédération africaine de football, et des ambassadeurs choisis pour la circonstance. Pour l'un des maîtres de cérémonie, la température est déjà particulière à quelques heures du tirage. Température particulière mais à fond quoi, parce que là on va choisir entre guillemets, parce que même s'il s'agit d'un tirage au sort, c'est un choix quand même, les équipes qui vont affronter le Gabon. Donc il y a forcément une petite pression, une petite tension, parce qu'on espère toujours avoir les équipes considérées comme faibles. Même si aujourd'hui on ne parle plus d'équipes faibles, si elles sont qualifiées pour la CAN, c'est qu'elles valent quelque chose. Mais on a toujours un petit choix. On n'a pas envie de rencontrer, je sais pas moi, même s'ils sont tête de série, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc un peu de pression mais ça ira. Tout est rentré dans l'ordre. Dans 24 heures, on va vivre le tirage au sort de la CAN. Que je demande simplement à ceux qui aiment vraiment ce pays, ceux qui aiment le Gabon, de soutenir d'abord les Panthères, soutenir cette organisation parce que c'est notre pays qui va briller et cette brillance, on va la partager tous ensemble. C'est le Gabon qui gagne. Ce mercredi soir, les Panthères, comme les 15 autres équipes qualifiées, seront fixées sur leurs adversaires lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2017 qui se déroulera du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. Le rappel des titres à présent, avant de refermer cette grande session. Au Gabon, le ministre d'État en charge de la communication, Alain-Claude Bilibizé, a annoncé ce mardi l'entrée en vigueur du nouveau code de la communication. Le nouveau texte qui dépénalise les délits de presse régule aussi, entre autres, le secteur des médias en ligne qui évoluait jusque-là dans l'informel. Nous avons vu dans ce journal qu'en Afrique du Sud, un leader étudiant du mouvement Fees Must Fall, qui lutte pour la suppression des frais de scolarité, a comparu ce mardi au tribunal pour demander sa libération sous caution après avoir été arrêté dimanche pour violence et vol notamment. Et puis aux États-Unis, le candidat républicain empêtré dans les révélations sur des agressions sexuelles présumées, distancé dans les sondages de 11 points. Selon les derniers chiffres, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, sort son dernier atout. Il crie au complot et dénonce des fraudes électorales à venir, suscitant la gêne de son camp.
Voilà, madame, monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.